Et bienvenue à tous sur ma chaîne Cinémagique, et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De The Guilty, dernier film, ou devrais-je dire premier film de Gustav Mahler, qui signe ici une œuvre très singulière. Même si en voyant le film, on peut bien sûr penser à des films comme The Call, Buried ou encore Phone Game pour les principaux, bénéficiant tous d'un suspense vraiment haletant. Ainsi, on suit le personnage d'Asger Holm qui répond pour sa dernière journée au service d'urgence de la police et va particulièrement s'impliquer sur le cas d'une femme victime d'un kidnapping. Gustav Mahler se serait inspiré d'un podcast de journalisme d'investigation fait à la manière d'un feuilleton radiophonique où il obtenait de nouvelles informations à chaque épisode, ainsi que d'un appel au 112 d'une femme kidnappée dont il a été témoin. Et c'est en entendant sa voix qu'il s'est dit que chaque personnage qui écouterait l'enregistrement y verrait des images différentes. Et c'est dans cette optique qu'il signe The Guilty. Le cinéma a la particularité d'être très visuel et pourtant ici, ce sont bien les sons qui sont les éléments principaux du film. Le fait de ne pas voir rajoute pleinement à l'immersion. Et comme dans un livre, puisque nous n'avons pas les images, notre esprit fait alors appel à son imagination pour combler ce manque. Que ce soit les sirènes, l'ambulance, le coffre d'une voiture ou celui de la pluie, l'on a vraiment l'impression d'y être. En plus, la pluie, c'est un son qui éveille directement les images et les sensations. Tout comme la voix de chaque personnage, notamment celle d'Iben, où l'on ressent vraiment sa personnalité à travers sa voix. Il y a de la souffrance instable et brisée. Limite, nous pourrions non pas voir ce film, mais l'écouter. La scène où il parle avec Mathilde, la petite fille, est vraiment captivante. Le film possède en plus un rythme lent qui amplifie à la fois l'immersion et l'imagination. On a vraiment l'impression d'être dans la même pièce que le personnage. Le peu de moyens est compensé par ce réalisme assez fou des appels que l'on entend, qui en plus sont pour beaucoup des retranscriptions quasiment exactes de véritables appels de secours. Pour l'acteur principal, Jacob Cedergren, que l'on a pu voir dans quelques petits rôles, par exemple dans Rage avec Jude Law ou encore Anti-Gang avec Jean Reno, ce n'est pas sa voix mais principalement ses yeux qui communiquent. Toujours dans la même idée que chacun puisse y projeter sa propre image. Ses yeux nous annoncent qu'il est sérieux et digne de confiance, mais qu'il cache quelque chose. Et l'acteur a beaucoup joué sur ce sens. Le film reposant principalement sur lui, on peut dire qu'il a fait un travail assez remarquable. La situation du film peut paraître simple, mais ça n'empêche pas de pouvoir réfléchir et d'apprécier le concept. Lorsqu'Asger s'implique sur le cas du kidnapping, on peut avoir l'impression que les autres policiers s'en fichent, comme sa collègue qui l'appelle à plusieurs reprises. Cette apathie face à l'enlèvement d'Iben et son ravisseur d'allure assez violente incite vraiment le spectateur à réagir sur son fauteuil, pour que les autres en fassent davantage. Asger s'implique et tente vraiment tout pour la sauver, ce qui en fait quelqu'un de bien. Mais les autres lui disent qu'il devrait juste s'en tenir au plan de travail et ne pas s'investir autant. C'est une remarque non anodine car à trop s'impliquer, cela peut mener à des débordements. Et c'est tout l'enjeu de ce personnage, de par le passé et cette situation présente. On peut se dire que lui-même aurait agi comme ça depuis le début s'il ne se sentait pas concerné par une faille personnelle. Tout ce qu'il fait n'a en fait pas de rapport avec les autres mais avec lui-même. Le film joue énormément sur l'image que l'on a des personnages et de comment celle-ci va changer selon chaque nouvelle information que l'on va recevoir. En ce sens, le réalisateur ne cherche pas de réponse ou à transmettre de messages, mais simplement à interroger le spectateur sur la perception des images foisonnantes qu'il se fait des informations. Cela peut tout à fait se rapprocher des médias et des réseaux sociaux, ou encore les bandes annonces de films et qui façonnent ce à quoi l'on s'attend des choses, sans être ouvert à ce qu'elles sont. Asger en fait plus que ce qu'il ne devrait, et on trouve ça louable car nous-mêmes spectateurs avons envie qu'il la sauve. Et à mesure que l'on avance, on découvre des choses qui mettent des doutes, et redéfinit notre propre perception des personnages et de la manière dont on devrait agir. On pense qu'il a raison de vouloir aider Iben et arrêter Michael, son ex-mari. D'ailleurs, à ce moment, tout comme Asger, l'on pourrait avoir le même ressenti, celui de mettre fin à ce criminel, éradiquer cette forme de mal. Mais ce n'était que l'idée qu'on s'en était faite. Ce qui paraît coupable ne l'est peut-être pas, tout comme l'inverse. Comme les autres policiers qui semblent n'en avoir rien à faire, mais non seulement ils font leur travail, mais n'ont peut-être rien à se reprocher. Tout comme la fille du central qui l'a souvent, elle lui gueule dessus mais n'empêche, elle lui demande quand même ce qui se passe et relègue les informations. Mais avec la perception du héros, ça ne semble pas être assez. C'est exactement comme un autre thème du film, le côté froid et mécanique des lois et des règles face à ceux qui bouillonnent de passion et d'envie de changer les choses. Mais ça ne veut pas dire que c'est mieux, mal ou bien. C'est un peu le dilemme avec ses collègues qui lui disent de maintenir le statu quo, notamment concernant son jugement en cours de justice le lendemain, et qui font de même pour cette affaire, essayant de rester à leur place, qu'il n'y ait pas de vagues dans leur quotidien. Un contraste entre le froid administratif et le feu de l'action, qui devient d'autant plus analogue au côté froid des pays scandinaves et du feu intérieur qui bouillonne en dessous.
Leurs thrillers sont d'ailleurs en général assez rudes et froids, mais aux émotions fortes. À la base, on lui avait dit de ne pas intervenir ou d'en faire plus, et il s'avère que si on réfléchit et qu'il n'avait absolument rien fait, alors Iben aurait été reconduite tranquillement dans l'hôpital psychiatrique d'où elle venait. Ce qui est fort, c'est qu'il est parfaitement lucide au début du film, s'amusant avec ses collègues ou les gens qu'il a au bout du fil, ne faisant que lui-même le strict minimum. C'est cette affaire qui fait écho, faisant ressurgir en lui la conscience de sa culpabilité. À mesure que le récit avance, Asger entre dans une véritable obsession à vouloir sauver Iben. Lui qui était si calme se retrouve à fleur de peau, ses émotions à contribution. L'intrigue est vraiment bien menée puisqu'elle gère à la fois les retournements de situation concernant le kidnapping et les révélations propres à son passé. Asger se bat contre lui-même, contre ses démons, et Iben est le miroir de ce qu'il est. Essayer de la sauver, c'est tenter de sauver une partie de lui-même. Est-ce quelqu'un de bien qui agit pour le bien des autres, ou est-ce simplement une personne qui se sent coupable et qui tente par tous les moyens de réparer son erreur, se laver de sa propre honte? Il se sent coupable et se sent redevable, il doit payer. Et il paye en s'impliquant davantage que les autres, pour réparer une erreur et empêcher qu'elle se reproduise. Que d'une certaine façon, tout le monde peut être sauvé. C'est cette conversation très poignante avec Iben lorsqu'elle est sur le point d'en finir. Autre chose, j'ai adoré ce simple détail du fait qu'ils ont tué parce qu'ils avaient le serpent en eux. Cela apporte une dimension universelle et profondément enracinée en l'être humain que de vouloir détruire le mal. C'est ce qu'Asger pensait faire avec le jeune garçon qui l'a tué, et ce qu'Iben pensait également faire avec son enfant. Ce qui joint les deux individus, c'est que l'un a volontairement tué le mal, de l'extérieur, là où l'autre n'a pas conscience de ses actes et lutté contre une force interne. Il y a un jeu de communication et de transmission entre les deux, où l'appel à l'aide est à double sens. Ils sont coupables et doivent l'admettre, l'accepter et s'améliorer, mais en aucun cas l'ignorer. Lorsque l'individu est en souffrance ou que quelque chose lui pèse, bien souvent ce trouble passé se réactualise sous une autre forme. Car tout ce que l'on fait est comme une mise en scène. Un théâtre où se jouent inlassablement nos propres conflits intérieurs jusqu'à ce qu'ils trouvent résolution. Comme une malédiction de films d'horreur. Et c'est aussi ce qui fait la richesse de nombreux films, ces différents niveaux de lecture au sein même des images, particulièrement propices dans le genre huis clos. À l'image d'un Shutter Island ou d'Identity de James Mangold, le personnage est seul. Et tous les autres ne sont que d'autres aspects de lui-même ou des projections de sa personnalité. Et c'est d'autant plus vrai dans ce film puisqu'Asger est quasiment seul à l'écran. C'est de plus renforcé par la mise en scène où seulement quelques pièces et le jeu de lumière suffisent à l'exprimer. Au début, on le découvre fixe sur son siège, dans une pièce spacieuse et lumineuse. Puis, petit à petit, il devient mobile et inconfortable. Tout bascule lorsqu'il s'enferme dans la pièce. La lumière s'affaiblit, les rideaux sont tirés et l'on se retrouve dans le noir. Autant pour la situation avec le kidnapping que pour la sienne. Puis le rouge, la violence et la destruction. Là où il n'y a plus d'échappatoire à la révélation. C'est après ça qu'il se confesse auprès des autres, qu'il embrase la lumière de la vérité, en s'acceptant tel qu'il est et en y faisant face. Dans une rédemption, le plus dur est toujours de se pardonner à soi-même. Le film se termine sur un choix, ou une décision qui restera à l'interprétation du spectateur, fidèlement au désir du réalisateur, jouant sur la notion de l'image et de celle que l'on s'en fera. Ou peut-être, avec cette scène finale, devant la porte où il compose un numéro, celle que l'on choisira. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là, véritable huis clos poignant et suffocant où chaque image, chaque phrase est une suite de suggestions et de répercussions inattendues. On construit dans notre tête le film qu'on ne voit pas. Bien plus qu'un exercice de style, c'est fouillé, travaillé, authentique et d'une grande maîtrise technique. Le réalisateur en appelle à nos sens premiers, et comme il le dit lui-même, habituellement le son ajoute au film, mais dans celui-ci, le son peint le film. Continuez à voir des films, quant à moi je vous dis à bientôt, et que la magie soit avec vous.